Bonjour les chers membres de ma chaîne Made in Catch. Je fais une vidéo pour un nouveau concept qui est le podcast. Voilà, le premier catcheur qui participe à ce podcast en audio, je ferai un montage vidéo avec images, etc., c'est Reno Redden. Qui est Reno Redden? Mais vous allez apprendre à le connaître par rapport à ses réponses. Mais je peux déjà vous dire qu'il a été formé à la BYWS chez Shaolin Simba, le cowboy pas fatigué, qui est entre autres l'entraîneur, le coach, si vous voulez, de Cayman Colorado, Master Kong, Aaron Rami, que du beau monde dans le milieu du catch belge, entre autres, RJ Jaguar et surtout ne pas oublier Ricky Sosa. Voilà. Ici, je vais poser plus de 30 questions et les réponses seront données en audio. Voilà, nous commençons par la première question. Alors, je vais vite la lire. Comment est né le personnage de Reno Redden? Au départ, mon personnage, j'avais pas vraiment d'idée en fait. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais repris simplement le pseudonyme que j'utilisais sur Internet. Puis, avec le temps, j'ai fini par être influencé par deux, trois trucs que j'ai vus à la télévision, que j'ai vus sur Internet, etc. Notamment de gens qui s'exprimaient, qui donnaient leur avis, peu importe la pression qu'ils pouvaient subir, peu importe la manière dont on essayait de les faire taire, en fait. Et c'est quelque chose qui a souvent eu lieu dans le catch, c'est-à-dire qu'à partir du moment où t'as pas de, je me fais des guillemets, légitimité, tu peux rien dire. Ce qui est pas tout à fait faux, hein, d'une certaine manière, dans n'importe quel job. Quand tu commences, tu te tais et tu laisses les autres t'expliquer la vie. Effectivement. Sauf que, il y a quand même des injustices sur lesquelles il fallait mettre le doigt. Il y a quand même des trucs où je suis absolument pas d'accord. Encore une fois, c'est ma vision. Je peux tout à fait être à côté. Et je m'étais dit que ce serait pas mal de l'exprimer en partie dans mes promos, dans ma façon d'être. Donc j'ai adopté ce personnage de Real Talk. Tout simplement parce que j'estimais qu'il y avait des choses à dire. Alors il n'y a pas eu que ça, il n'y a pas eu que des phrases, il n'y a pas eu que des visions polémiques et rentre dedans dans mes promos. Hein. Il y a aussi eu de la simple promo arrogante, etc. Je m'étais dit que c'était mieux que le personnage soit arrogant, parce que c'est quand même un personnage qui s'arroge le droit de dire ce qu'il pense. Mais en globalité, on va dire que 50%, ou peut-être même un peu moins, un petit 30%, c'était du vrai real talk, c'était vraiment dire ce que je pensais, dire ce qui n'allait pas dans ce milieu, et le critiquer, en fait, tout simplement. Le critiquer sans aucune méchanceté, parce qu'au final, il y a des choses que malheureusement tu dois t'adapter, et puis il y a des choses je suis absolument pas d'accord, notamment la façon dont certains estiment que s'ils crachent dans la gueule des jeunes rookies, des jeunes débutants, les jeunes débutants doivent leur dire merci. Ça, c'est pas du catch, c'est du SM, et c'est pas du SM consenti, donc personnellement je trouve ça absolument scandaleux. Et ce sont des trucs que j'ai notamment exprimés dans mes diverses promos. Pourquoi ce nom, cette identité, ce style sombre? Alors, en ce qui concerne le nom, Real Talk Reno, il faut savoir, toi tu t'en souviens sûrement, je m'appelais Reno Raiden, mais c'était juste un pseudonyme que j'utilisais sur Internet. Et tu sais, on commence tous avec une gimmick, on sait pas trop ce qu'on va faire, on sait pas trop qui on est. Et petit à petit, tu développes quelque chose, en fait, et dans mon cas, Reno, ça venait, alors tout simplement de Jean Reno. Parce que quand j'étais enfant, Jean Reno, c'était dans ses films, même les films les plus marrants, Les Visiteurs, ce genre de trucs, Jean Reno, c'était le mec, tu pisses pas sur ses plates-bandes, il t'en met une directement. Donc ça représentait clairement le mec qui avait, la force de caractère pour se faire respecter, si tu veux. Et c'est un peu l'image que je voulais donner de mon personnage. Ça a toujours été l'optique, en fait. Alors c'est peut-être un peu arrogant de vouloir être celui qui fait peur à tout le monde, mais en même temps, je suis pas quelqu'un qui a peur de grand-chose. Donc je voulais vraiment imposer ce côté... tu vois, au travers du nom, je voulais vraiment que ça s'impose en mode, je suis là, et vous devez composer avec moi. C'est pas moi qui vais m'écraser pour vous. Pour ce qui est du style, alors honnêtement, comment dire, j'ai jamais vraiment eu un corps de catcheur, pourtant c'est pas faute d'avoir essayé, donc le débardeur me paraissait bien pour cacher certaines choses, on va dire.
notamment le fait que j'avais un petit peu de ventre, mais surtout c'est inspiré. C'est pas juste gratuit, c'est inspiré. C'est inspiré en fait du film Scorpion de Julien Seri avec Clovis Cornillac, qui est un film sur un ancien boxeur thaï qui a tué un de ses adversaires dans la rue et qui se retrouve en prison et puis qui après fait des combats de MMA clandestins. Et en fait, le look du personnage est très simple, hein, donc c'était le même genre de pantalon que je portais, des bottes et un débardeur et des gants, et c'est exactement ce que j'ai simplement repompé le style. Juste j'ai transformé les gants de MMA d'abord en mitaine et puis en gants simples, et j'ai rajouté des coudières par-dessus, et puis finalement c'est devenu un style à moi en fait que j'ai gardé comme ça tout simplement. Voilà. Question suivante. Est-ce que tu te souviens de ton premier match? Je pense qu'aucun catcheur au monde n'oublie son premier match. Je pense qu'on s'en souvient tous, en fait. On s'en souvient tous parce que c'est quand même quelque chose d'assez marquant. Le tout premier match, c'est une espèce de, je vais dire, de traumatisme, positif ou négatif. Parce que c'est là que tout commence, en fait. C'est là que ta propre légende commence. Même pour ceux qui n'ont fait qu'un seul match, même pour ceux qui n'ont fait que 2 matchs, ça reste quand même, pour la personne, hein, qu'on soit bien clair, un moment important. Je suis sûr et certain que les fans qui étaient là ce jour-là ne s'en souviennent absolument pas. Mais moi, je m'en souviens. C'était un Royal Rumble où je rentrais en 2e, juste après Patrick the Snake. Patrick the Snake Vermeulen, qui malheureusement aujourd'hui nous a quittés. Il est décédé il y a quelques années de ça. Le match, c'était surtout entre lui et moi, donc on s'entraînait beaucoup ensemble, et ce jour-là, on s'est vraiment rentré dans la gueule. Et Monster Robinson nous a éliminés tous les deux, en fait. Donc on n'est pas resté très très longtemps. Donc lui était le premier éliminé, moi le deuxième. On s'est un peu battu à l'extérieur du ring et puis on est retourné. Je me souviens surtout qu'avant le début du match, j'étais paniqué. Je me disais que j'allais m'enfuir, que j'allais courir, que j'allais passer. En fait, on avait deux vestiaires et pour passer de l'un à l'autre, il fallait passer par le parking. Alors toi, tu t'en souviens peut-être, mais les autres ne le savent peut-être pas. Ceux qui entendront cette interview ne le savent peut-être pas. Mais moi j'avais juste une envie, c'était de faire genre que je voulais aller aux toilettes, reprendre mes affaires et repartir, tu vois. Et après le match, je me suis dit putain, je vais retourner en fait. Je veux retourner sur ce ring, je veux remonter, je veux me rebattre parce que voilà, j'avais pris le virus du catch, quoi. Qui t'a donné l'envie de monter sur un ring? Alors je suppose que par cette question, tu demandes de quel catcheur j'aurais pu être fan ou quel catcheur m'ont influencé. Je pense que mon influence numéro 1, ça reste Edge. Je veux dire, déjà au niveau du style de tenue que je porte, de mon finisher, hein, puisque j'utilise le spear. Même le Fireman Scary Flapjack, c'était un truc que j'avais repiqué. Alors pas forcément au Edge de maintenant, mais au Edge des années 80, je crois qu'il avait commencé. Ou 90, je sais plus. Je me suis beaucoup inspiré de Edge, et c'était vraiment une de mes influences majeures à la base. Il y a eu le Miz, alors j'étais pas fan du Miz, mais il y a eu cette interview du Miz où le Miz serait, entre gros guillemets, sorti du script de la WWE, puisqu'on le sait, la WWE c'est scripté, où il a commencé à péter une pile sur Daniel Bryan en disant ce qu'il pensait vraiment. Et le côté Real Talk, il vient de là, en fait. Je me suis dit, si ce mec-là peut s'exprimer et que ça donne autant de choses positives, moi, je peux faire pareil. D'ailleurs, d'où le côté Real Talk, hein, Real Talk qui veut dire parler vrai, en fait, qui me vient là d'un truc qui n'a absolument rien à voir, hein, qui vient du Rap Contenders, où il y a un personnage qui fait ce genre de choses et on l'a appelé Real Talk. Donc du coup, c'est devenu mon pseudonyme. Pour l'influence, pour les autres influences, honnêtement, je saurais pas trop quoi te dire, parce qu'honnêtement, il y a eu beaucoup de catcheurs qui m'inspirent énormément, mais pas forcément dont je me suis inspiré. C'est ça qui est un peu particulier. Il y a beaucoup de catcheurs dont j'aime le travail et dont le travail me donne envie un petit peu de me dépasser, ou me donne envie peut-être de voir une prise ou une autre et de te dire ah bah tiens, je vais faire ça maintenant sur le ring, notamment Zack Sabre Jr. parce que je suis un gros fan de prise de soumission, ou je pense plus récemment à Swerve Strickland qui a un moveset assez intéressant. Mais voilà, c'est pas des trucs que j'ai fait durant ma carrière, et pour l'instant en tout cas ma carrière n'a pas prévu de redémarrer, donc ouais, je dirais que Edge est vraiment mon inspiration principale. À quoi ressemble une semaine d'entraînement pour toi? Une semaine d'entraînement,
c'est globalement, moi je travaille, donc après le travail, je vais en général à la salle pendant 1 heure ou 2, histoire de travailler les muscles, même si ça ne se voit pas, contrairement à ce que disent beaucoup de haters qui m'ont craché dessus, j'allais à la salle, je me musclais, j'ai des haltères ici chez moi. Alors c'est sans doute peut-être mon alimentation qui pêche un peu, j'en ai aucune idée, mais en tout cas j'allais à la salle, vraiment. En ce moment plus trop parce que je me suis blessé, mais de toute façon je ne catche plus. Donc voilà, j'ai plus d'obligation par rapport à ça et c'est quand même beaucoup plus agréable d'y aller parce que t'as envie d'y aller que d'y aller parce que ah ouais mais un tel va commencer à critiquer ton physique parce que machin. Alors que pour moi je suis désolé, le physique tu dois en prendre soin. Je dis pas qu'il faut le laisser de côté, mais si comme moi t'y arrives pas, c'est pas ça qui va enlever tes qualités de catcheur en fait. C'est pas ça qui va te rajouter du charisme en fait. C'est pas les muscles qui font du charisme. Je veux dire, Kevin Owens a énormément de charisme. Tu prends Brian Cage, il en a beaucoup moins. Selon moi, attention, c'est ma vision. Hein. J'ai des catcheurs qui sont musclés, comme à une certaine époque The Freak. Alors je parle pas de The Freak de la BYWS, je parle de The Freak de la TNA à l'époque. Il a beaucoup moins de charisme qu'un Kevin Owens ou qu'un Willie Mack par exemple, tu vois, ou qu'un comme le regretté Bray Wyatt. Je trouve que ce sont des gens qui étaient en surpoids et qui avaient quand même du charisme. Il y a des maigrichons qui ont du charisme, comme Orange Cassidy ou Darby Allin, ou en Belgique, Spike Bones, tout simplement. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller chercher en Amérique ce qu'on a ici en Belgique. Spike Bones, c'est un très bon catcheur avec un charisme. Ça l'a jamais empêché de gagner des matchs, ça l'a jamais empêché de gagner des titres. Et à l'opposé, je pourrais très bien citer TNK, qui, maintenant il a beaucoup maigri, mais à une certaine époque il était en surpoids. Ça l'a pas empêché d'avoir une très très belle carrière aussi. Et pourtant, c'est quelqu'un qu'on critique énormément. Moi, je me souviens encore de quelqu'un qui m'avait dit pas étonnant que tu aies des idées de merde concernant le catch quand on voit que chez vous, TNK est considéré comme un champion. Oui, clairement, oui. Et ce serait un plaisir de l'affronter, beaucoup plus lui que certaines grandes gueules du milieu qui ont été très très loin, sans citer de nom, si tu vois ce que je veux dire. Et je pense que tout le monde sait de qui je parle. Voilà, donc chaque semaine, j'allais à la salle après le travail. Alors je loupais souvent un jour parce qu'il y avait ci ou ça, notamment le mercredi, parce que le mercredi, je restais un peu plus tard. Et le samedi, j'allais m'entraîner au club. Avant ça, évidemment, j'allais m'entraîner plus souvent. Mais ça a toujours été le boulot en fait qui m'a empêché de faire des entraînements plus réguliers. Mais voilà, globalement, c'est plus ou moins à ça que ressemblait une de mes semaines d'entraînement. Malheureusement, c'était toujours très géométrie variable. C'est peut-être ce qui explique aussi pourquoi je n'ai jamais eu d'évolution à ce niveau-là. Le plus gros sacrifice que tu as dû faire pour le catch? Je dirais que le plus gros sacrifice, c'est pas vraiment un sacrifice, c'est-à-dire que c'est un petit peu particulier. Je pense sincèrement que l'énorme sacrifice que j'ai fait a été involontaire, c'est-à-dire que c'était un sacrifice en voulant aider la mauvaise personne. Je crois que tu te souviens peut-être que j'ai eu un élève, alors que j'avais vraiment pas le niveau pour donner cours, mais enfin bon, personne ne voulait le faire. Alors moi je l'ai fait, je l'ai entraîné, et très franchement, il y a eu de très très bons moments avec cet élève, notamment le jour où il a réussi un Hurricane Rana en plein match, et où j'avais un gars comme ça dans le vestiaire qui m'a dit « Waouh, son Hurricane Rana, il est impressionnant !» Et moi je dis « Ouais, c'est moi qui lui ai appris !» Parce que j'étais très fier de moi. Mais malheureusement, j'ai surtout entraîné un espèce de monstre d'égocentrisme qui se croyait supérieur à tout le monde, qui sortait premier degré, qu'il était meilleur qu'AJ Styles, alors que globalement, c'était probablement un des pires catcheurs qui ait jamais foulé un ring ici en Belgique. Donc très franchement, j'ai beaucoup regretté en fait, parce que ça m'a fermé des portes. Faut savoir que le mec a été dans certaines structures, il a foutu le bordel, et quand il partait, il disait ouais, de toute façon, moi et Renault, on est meilleurs que vous. Et donc du coup, les gens ils ont retenu moi et Renault, donc Renault, il s'est retrouvé avec des portes fermées. Alors c'est pas la seule raison pour laquelle il y a eu des portes fermées, parce que je vois déjà les haters commencer à ouvrir leur gueule, mais de fait, ça n'a pas aidé. Ça n'aide pas. En fait, le milieu du catch est un milieu où dès que tu sors des clous, on te catalogue. Et moi, j'ai été catalogué assez rapidement. Blessure la plus dure que tu as eue dans ta carrière? Alors, j'ai pas vraiment eu de grosses blessures parce que j'ai toujours catché de manière assez safe. Je me suis toujours assez bien protégé. Je dirais vraiment que la pire blessure, ça a été cette arcade dans un match où j'ai reçu, il y a eu un échange de coups de tête et j'ai fini avec l'arcade éclatée. Alors, je crois que c'était 5 ou 7 point de suture, donc c'est une blessure banale pour le catch, c'est rien du tout. Je crois quelques semaines plus tard, comment il s'appelle encore, Hugo Pérez a eu pire, donc très franchement c'est vraiment une blessure assez banale. J'ai eu une autre blessure lors de Birmingham en 2018 où
J'ai pris le coup de RG Jaguar en plein dans le nez et j'ai repeint le ring de sang. Et je me rappelle être sorti du ring. Alors quelqu'un m'avait demandé juste avant, un boxer time m'avait demandé oui, mais votre catch là c'est truqué et machin. Et j'ai montré ma tenue pleine de sang. J'ai dit à ton avis c'est truqué. Donc je pense qu'il le dira plus jamais. Et c'est marrant parce que en fait à chaque fois que je me tape une blessure, c'est toujours parce que t'as une personne qui me sort oui non mais votre truc c'est truqué. C'est comme si le destin disait ah ouais bah écoute on va lui montrer. Hein. Mais moi j'ai plus envie que le destin le montre en fait. Bon. Après, je monte plus sur le ring, donc c'est un peu moins risqué. Mais si jamais je devais remonter un jour, bah, j'avoue que ce serait assez problématique si je devais me blesser à chaque fois. Maintenant, comme je l'ai dit, j'ai pas eu énormément de blessures et j'ai pas eu de blessures extrêmement graves. Qu'est-ce qui te pousse à continuer malgré les douleurs ? Alors je pense que ce qui me poussait à continuer malgré la douleur, c'était vraiment la passion en fait. Et je pense que n'importe quel catcheur répondrait la même chose, c'est la passion. On n'est pas là parce qu'on veut gagner de l'argent, on n'est pas là parce que, je sais pas moi, parce qu'on veut rendre les gens fiers. On est là parce qu'on est passionné par ça. Et la passion, ça passe par beaucoup de choses. Ça passe par le public qui t'acclame, ça passe par ta musique d'entrée qui te rend fou, ça passe par les mouvements que tu échanges, ça passe par la communion que tu as avec le public, ça passe par... même simplement entendre l'arbitre qui prononce ton nom, c'est agréable en fait. C'est vraiment quelque chose qui te prend aux tripes. Je pense que les gens qui ne sont jamais montés sur un ring ne peuvent pas savoir ce que ça fait. C'est vraiment très très différent. La première fois, ça te fait flipper, ça te fait extrêmement peur, ça te donne envie de pas être là. Mais au final, au fur et à mesure, tu te rends compte que c'est quelque chose sans lequel tu ne pourrais pas vivre. Même si au bout d'un moment, on finit tous par arrêter. Hein. Je veux dire, personne qui a continué jusqu'à sa mort, quoi. Sauf s'il est mort jeune. Mais ça, c'est un autre débat. Reino, c'est toi à 100% ou un autre toi ? Oui et non. J'ai toujours été quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Donc le côté real talk était présent. Maintenant, je suis très loin d'être aussi arrogant dans la vraie vie. Au contraire, c'est tout le contraire. Je suis quelqu'un qui a souvent tendance à se déprécier, notamment parce que des gens m'ont déprécié et que j'ai fini par le croire. Quand quelqu'un passe son temps à te dire que tu vaux pas grand-chose, tu finis par le croire. Fort heureusement, les choses ont changé avec le temps. Mais si je suis quelqu'un qui a plus ou moins confiance en lui, je suis pas pour autant quelqu'un d'arrogant ou de prétentieux. Je sais très bien que j'ai plein de défauts, que j'ai plein de trucs à améliorer, que voilà, des fois, je suis juste un gros flemmard, des fois, je suis juste pas assez intelligent, des fois, je suis juste pas assez investi. Je parle pas que de catch, hein, je parle dans la vie en général. Mais je pense qu'en règle générale, les gens disent que j'ai quand même une personnalité assez agréable. J'essaie de cultiver ce côté-là. Et honnêtement, oui, j'ai essayé de mettre dans mon personnage des traits de caractère que moi je n'aime pas, puisque j'étais un méchant. Donc du coup, il fallait faire réagir le public. Et le meilleur moyen de faire réagir le public, c'est avec des trucs qu'ils aiment pas. Et je suis le public d'une certaine manière. Donc, parce que j'ai jamais vraiment perdu ce côté un peu fan. Donc du coup, d'ailleurs, certains me l'ont dit avec irrespect, en mode t'es vraiment qu'un fan. Je suis désolé, pour moi c'est pas une insulte en fait. Être un fan, entre guillemets, quand t'es catcheur, tu comprends ce que le public veut, d'une certaine manière. Et je sais très bien que le public ne voulait pas forcément moi, mais j'ai toujours fait ce qu'il fallait pour que les gens apprécient ce qu'ils voient. En tout cas, en termes de mise en valeur, en termes de travail sur moi-même, j'ai toujours essayé de faire au mieux. Donc ouais, Reino, c'est pas 100% moi, mais il y a quand même un petit peu de ma personnalité dedans. Est-ce que parfois, ce personnage te dépasse ? Alors oui, parfois. J'ai remarqué que des fois, j'étais plus du genre à chercher les problèmes. Alors pas forcément parce que je suis un sale con et que j'ai envie de chercher les problèmes avec des gens, mais parce que je remarque que des fois, contrairement à avant où je laissais passer certaines provocations, là je suis plus rentre-dedans. Je suis plus en mode tu veux te taper, on va se taper. Alors fort heureusement, ce n'est jamais arrivé. J'ai jamais eu besoin de me battre pour prouver quoi que ce soit. Mais c'est déjà arrivé que quelqu'un qui se permette de faire quelque chose que je n'apprécie pas, je lui rentre dedans, tout simplement. Est-ce que le public te fait peur ou bien te donne encore plus de force ? Le public me donne plus de force, dans la mesure où un bon public qui réagit, ça donne envie de donner beaucoup plus que ce qu'on a. Ça, ce sont pas mes mots, ce sont les mots de... je crois que c'était Adonis qui avait dit ça dans une interview. Et c'est 100% vrai. Un public qui te suit, un public qui réagit, un public qui t'acclame ou qui réagit en fait simplement à ta présence,
Pas comme si tu étais simplement là en mode ah ben je regarde ce qui se passe et puis basta, mais qui regardent ça avec intérêt, ça te donne envie de te dépasser, ça te donne envie de leur en donner pour leur argent. Et très franchement, c'est toujours un plaisir de rencontrer les fans après le show ou pendant la pause ou quoi ou qu'est-ce, de prendre des photos, de signer des autographes. Parce que les gens oublient gentiment que les fans, c'est le moteur numéro 1 du catch. Je veux dire, on a fait... Aux États-Unis, ils ont fait un match l'homme invisible contre l'homme invisible avec des petits effets spéciaux, etc. Et l'arbitre qui le vendait à 100%. Ça prouve que t'as pas besoin de catcheurs pour faire un bon show. Par contre, t'as besoin de fans. Bon, en vrai, je dis t'as pas besoin de catcheurs, c'est pas vrai. Hein. Je veux dire, tu peux pas faire toute une carte avec que des matchs homme invisible contre homme invisible. Mais de fait, on a besoin les uns des autres. Les fans ont besoin des catcheurs, les catcheurs ont besoin des fans. Alors, pour un catcheur très expérimenté qui va très loin dans sa carrière, certains ont tendance à prendre les fans pour de simples objets, pour de simples groupies, mais ils oublient gentiment que parce qu'un fan n'est rien parmi 400 pour eux, ils en oublient gentiment que pour les 400, c'est eux le seul catcheur. C'est eux le catcheur qu'ils sont venus voir. Donc moi je suis désolé, même si j'ai pas beaucoup de fans, je me donne pour ces fans-là. Et pour moi, c'est important. Oui, les fans, c'est le moteur du catch, qu'on le veuille ou non. Donc c'est pour ça que ça m'énerve quand on me dit avec irrespect, avec mépris, tu n'es vraiment qu'un fan, parce que ces gens oublient gentiment que sans fans, on est juste des pauvres types en vêtements collants qui se battent pour une ceinture alors qu'on n'a pas de pantalon. Donc il y a un moment, il faut un petit peu baisser son ego, je pense, et ça c'est important. Ton match le plus important à ce jour? Alors honnêtement, c'est peut-être pas le plus important en termes de carrière, mais c'est le plus important en termes de psychologie, de ce qui m'est arrivé. Il faut savoir qu'à cette époque-là, j'avais enchaîné les mauvais matchs, je m'étais fait pourrir comme c'est pas permis. Et puis il y a eu le match contre RJ Jaguar à Big Impact 2. Et ce match, j'étais persuadé qu'il était mauvais, en toute sincérité. Je suis sorti de là, j'ai vu Caïman, je m'étais dit dans ma tête, si on me dit que le match est mauvais, j'arrête le catch. J'ai demandé à Caïman m'a dit, t'as foiré. Et donc là, je me suis dit, ok, j'arrête le catch. J'ai commencé à ranger, je me rappelle, à monter les affaires, donc le ring dans la camionnette. Et Shaolin est arrivé à ce moment-là. Donc Shaolin, pour ceux qui ne savent pas, c'est notre entraîneur, c'est le propriétaire de la BYWS/BPWF. Et je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Shaolin, quand tu fais un match bon ou correct, il va te dire « ouais, ça va ». Il s'en fout, il va pas avoir de réaction. Mais là, sa réaction, elle était enthousiaste. Et ça m'a fait plaisir. Ça m'a vraiment donné l'impression d'avoir fait quelque chose qui l'avait rendu fier de moi, en fait. Et à partir de ce moment-là, je m'étais dit, je peux pas arrêter. Je dois continuer. Je suis fait pour ça. Je veux faire ça. Et j'ai continué avec la carrière qu'on connaît. Parce que c'est arrivé c'est arrivé au bout de ma première année de catch. Donc, si ça tombe, je n'aurais fait qu'1 an de catch. Ce match-là était très important pour moi. À ce niveau-là. Même plus important que le match où j'ai gagné la ceinture majeure, même plus important que le match où j'ai gagné la ceinture rookie, et même plus important que le match où j'ai gagné la Coupe de Champion face à AJ Fury. Celui où tu te dis, là, j'ai vraiment marqué les esprits. Plus marqué les esprits. Écoute, toujours le même match. En toute sincérité, les réactions étaient incroyables. J'étais le méchant dans ce match et je me suis fait tellement détester que je me rappelle être sorti des vestiaires avec ma veste à capuche sur la tête alors qu'il faisait une chaleur mais pas possible dans cette salle. Je suis sorti de là en me disant si on me voit, si on me reconnaît, je vais me prendre un coup de schlass dans le dos. C'est pas possible. Parce que je n'avais jamais été autant hué de ma vie. Donc ouais, je pense que c'est un des matchs qui a le plus marqué les esprits à cette époque. Le catcheur contre lequel tu as préféré te battre? Alors honnêtement, sans surprise, je pense que c'est assez évident. Hein. Je veux dire, j'ai eu tellement de matchs avec lui qu'on peut pas le zapper. Même si on n'est pas toujours d'accord sur tout, c'est RJ Jaguar. Voilà, c'est les meilleurs matchs que j'ai pu faire, c'était avec lui. C'est toujours un plaisir. Alors même s'il y a quelques moments où j'ai vraiment envie de l'étrangler, il y a quand même eu des matchs qui étaient vraiment très très bons. Pardon. Et honnêtement, c'est parmi mes préférés. Il y a vraiment des matchs qui ont été vraiment excellents avec RJ Jaguar. Un moment de doute où tu as failli tout arrêter? Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, le fameux match de Big Impact 2 où Caïman m'avait dit que j'avais foiré, où je m'étais dit en fait je suis pas fait pour ça, je suis nul, je sers à rien, je sais pas le faire. Donc ouais, ça c'était vraiment un gros moment de doute. Maintenant des moments de doute, j'en ai eu plusieurs. Hein. J'en ai eu plusieurs où je me suis dit putain,
C'est bon, j'en ai marre. Alors, d'une part, parce que d'un côté, j'avais vraiment l'impression à la BYWS d'être un peu la pièce rapportée, d'être le mec qu'on met dans la carte parce que ça remplit la carte, mais dont on fera jamais rien. Honnêtement, si on m'avait dit un jour, tu seras le champion intercontinental de la BPWF, j'y aurais pas cru une seule seconde. Donc voilà, oui, vraiment, c'est à ce moment-là. Mais il y a eu d'autres doutes. Il y a eu notamment un jour où j'avais du doute, et où c'est Master Kong lui-même, alors que Master Kong est connu pour être quelqu'un de très très arrogant, qui est plutôt du genre à se foutre de ta gueule quand t'es pas bien, qui a pris du temps pour me parler, pour essayer de me pousser à revenir vraiment vers le ring. Je pense que Master Kong aime se donner ce côté un peu je m'en fous de tout le monde, je pense qu'à moi, mais qu'il a quand même un bon fond, même si il aime ne pas le montrer, on va dire. Que représente le catch pour toi, au-delà du sport? Le catch représente surtout une espèce de salvation pour moi, dans la mesure où j'étais quelqu'un qui avait horriblement pas confiance en lui. Or, tu peux pas ne pas avoir confiance en toi et monter sur un ring, c'est impossible, ça n'existe pas. Donc le catch m'a permis d'affirmer ma personnalité, d'avoir confiance en moi, d'être un peu plus moi-même envers les gens et surtout d'arrêter de penser à ce que les gens pensent de moi. Et du coup, c'est assez paradoxal pour un catcheur dont la façon de vivre, c'est justement d'attirer la façon de penser du public sur soi-même, donc de faire réagir un public. Donc techniquement, je devrais accorder de l'importance à ce que les gens pensent de moi. Mais j'ai toujours fait mon personnage comme moi je le sentais. Et honnêtement, ça marche ou ça marche pas. J'ai toujours fonctionné comme ça. Je ne supporte pas l'idée qu'on m'impose un personnage que moi j'ai pas demandé. C'est un truc que je ne veux pas faire. Parce que je sais que si moi je ne suis pas convaincu, le public ne sera pas convaincu. Avant de rentrer sur un ring, tu penses à quoi? Que j'ai envie de mourir. Non. Honnêtement, je stresse tellement que je pense à rien. Honnêtement, je pense au match. Juste au match, le 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 match. Et l'après-match. Parce que je me dis, quand ce sera fini, au moins, je serai déstressé. En vérité, je déstresse avant ça. Je déstresse. Quand je suis sur le ring, je déstresse. Mais avant le match, je stresse. Je fais que stresser. La peur existe-t-il encore chez Reno Raiden? Alors honnêtement, oui, la peur elle est toujours présente, parce que t'as toujours peur de faire n'importe quoi, t'as toujours peur que ça marche pas, t'as toujours peur de faire un mauvais match, t'as toujours peur d'endormir le public, t'as toujours peur que tu reviennes au vestiaire et que tu te fasses engueuler par Shaolin parce que t'as fait un truc pas bien, par Shaolin ou quelqu'un d'autre, qu'on soit bien clair, souvent Shaolin. T'as peur de te blesser. T'as vraiment peur de te blesser. Moi, je me suis jamais fait une grosse blessure et j'en suis très heureux. Faut savoir que de toute ma vie, je ne suis jamais rien cassé. Genre vraiment rien. Donc j'aimerais pas que ça arrive en fait. Et voilà, la peur, elle est toujours là, effectivement. Ta plus grande force mentale aujourd'hui? Honnêtement, ma plus grande force mentale, je dirais que c'est le public. Parce qu'honnêtement, pendant tout un temps, j'ai surtout continué pour eux. J'ai surtout continué pour eux et surtout pour faire bisquer les haters qui étaient là en mode oui, mais Renaud, il fera un tel cas, moi je sais mieux que tout le monde, j'ai jamais regardé un de ces matchs, mais je sais de quoi je parle. Et ça me fait marrer en fait de savoir que ces gens-là s'énervent en sachant que moi j'ai toujours une carrière. Alors qu'au final, je m'en fous de ce qu'ils pensent en fait. Ils veulent me fermer des portes, qu'ils me les ferment. Mais voilà, c'est ma plus grande force mentale, c'est d'emmerder les haters et de donner au public ce qu'il veut. Et en partie moi, parce que mine de rien, ça me fait du bien aussi de monter sur le ring. Que représente la BYWS pour toi? Alors la BYWS pour moi ça a été ma maison, c'est ma maison en fait, c'est vraiment l'endroit où moi je me sens le mieux, je n'ai pas envie de partir. Très sincèrement, on me proposerait un contrat à la WWE, je suis pas sûr que je dirais oui, parce que j'aime trop catcher à la BYWS. Même chose, je sais que par exemple à la WCL on signe un contrat d'appartenance, mais qu'il y a une alliance entre la BYWS et la WCL. Mais si maintenant c'était pas le cas et que la WCL m'avait demandé de venir, ce qui ne risque pas d'arriver, mais en imaginant que ce soit le cas, je sais que j'aurais dit non. Je sais que j'aurais dit non parce que je ne supporte pas l'idée, déjà qu'on m'impose un endroit où catcher, et surtout, je ne supporterais pas l'idée de ne pas pouvoir recatcher à la BYWS. C'est ma maison, c'est chez moi. J'en suis peut-être pas le héros, j'en suis peut-être pas le plus grand antagoniste, j'en suis peut-être pas le plus grand champion, mais c'est chez moi. C'est l'endroit que j'aime, tout simplement. L'importance du public à Bruxelles et ailleurs. Honnêtement, comme je l'ai dit dans une autre question, le public, c'est ce qui fait bouger le show, en fait. S'il n'y a pas de public devant qui catcher, comme je l'ai dit, on est juste des cons en slip et en pantalon moulant qui se battent pour une ceinture alors qu'ils n'ont pas de pantalon. Donc ouais, sans public, tu n'es rien.
Le Covid, c'était l'occasion de se rendre compte à quel point pas de public, ça ressemble à rien. Je pense à l'arrivée de Matt Hardy à la All Elite Wrestling. C'était pitoyable. T'avais un plan sur Matt Hardy en train de sourire de manière un peu démoniaque, etc. Et personne réagissait. C'était censé être une grosse arrivée. Ah mon Dieu, il est là, oh là là. Personne réagit. Pareil quand Drew McIntyre a gagné le titre, pas de réaction. Ça casse absolument tout. Le silence total, ça te bousille un show. Donc ouais, sans public, il y a rien en fait. Et un public silencieux, c'est vraiment pas ouf. Je me suis retrouvé à Québec dans une salle où t'avais 50 personnes qui gueulaient comme 300 personnes. Et je peux te dire que ça donnait envie de monter sur le ring, même si c'était que 50. Parce que, voilà, c'était une petite structure, c'était pas grand-chose. D'ailleurs, alors, sans cracher sur ceux qu'ils sont, parce qu'ils ont quand même eu des catcheurs comme Jérémy Prophet, qu'on a retrouvé à la All Elite Wrestling par la suite, et même Kevin Owens a fait un passage là-bas. Je parle de la MWF. La MWF au Québec utilise un logo qui ressemble au logo de la WWE, mais modifié pour faire MWF. C'était un peu une petite structure qui catchait dans des écoles. C'était pas un truc qui faisait hein, très très sérieux, qu'on soit bien clair. Et pourtant, les catcheurs là-bas étaient absolument incroyables. Il y avait des mecs comme Pat Gannett qui étaient de très très bons catcheurs, Dom Boulanger, Drew Onyx, des catcheurs que tu vas revoir dans le système indie. Je pense notamment à Liam Leto qui a fait un peu parler de lui. C'était pas n'importe quoi. Et voir du public comme ça qui réagit autant dans une si petite salle avec si peu de monde pour une structure qui a pas la prétention d'être une grosse structure comme pourrait l'être la Superstar ou la WCL ou une plus grosse structure comme peut l'être la Wrestling Star. Voilà, c'est pas la même chose. Alors, faut bien comprendre, hein, quand je dis grande structure, la WCL, c'est une structure qui est quand même un petit cran au-dessus de la MWF. La MWF, c'était un peu, on va dire, l'ambiance copain. Tu vois, c'est une toute petite salle de classe dans laquelle le catch avait lieu. Voilà, c'était pas des énormes salles de gym comme là où se produisent la WCL, là où j'ai déjà commenté, par exemple. Ou la Superstar. Alors, la Superstar a aussi une salle plus petite, hein, je sais. Mais voilà. C'était pas une structure aussi grosse que ces deux-là. Le message que tu voudrais transmettre aux fans. Soyez bienveillants. Voilà. Tout le monde n'a pas les mêmes goûts que vous. Acceptez les goûts des autres. C'est pas parce que vous êtes fan de la All Elite que vous avez le droit de vomir sur la World Wrestling Entertainment. Et à l'inverse, c'est pas parce que vous êtes fan de la WWE, ça arrive plus souvent dans ce sens-là d'ailleurs, c'est pas parce que vous êtes fan de la WWE que vous avez le droit de vomir sur la EW. Vous aimez pas, regardez pas le produit. Et inversement, c'est pareil. Et si vous préférez la TNA, c'est votre droit. Et si vous préférez la BYWS, la Superstar, la WCL, je sais pas moi, la CWA ou la WC ou je sais pas quoi, mais c'est votre droit en fait, tout simplement. Vous avez le droit d'aimer le catch, quel qu'il soit. Et personne n'a le droit de vous dire « Ah, ce que t'aimes, c'est vraiment pourri ». Soyez bienveillants entre vous. Comment est-ce que tu vis la notoriété, même locale ? Honnêtement, ça fait toujours plaisir de voir des gens vouloir faire des photos avec toi, vouloir passer du temps avec toi, vouloir te connaître. Je pense notamment à Michael, parce que ça a été le premier fan qu'on m'a présenté, et ça m'a fait très très plaisir de savoir que j'avais des fans, alors que j'étais persuadé que moi j'étais juste le pauvre type qui remplissait la carte, tu vois. Donc ça me fait plaisir d'avoir une certaine petite notoriété, ça me fait plaisir de savoir quand Caïman me dit « Ok, t'es peut-être pas le mec qui a marqué le plus la BYWS, mais t'as quand même une certaine notoriété auprès de Shaolin a quand même un certain respect pour toi », ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir de savoir que ce que tu dis ne tombe pas à plat. Ton plus grand rêve dans le catch ? Honnêtement, actuellement, ce serait de faire un retour, tout simplement. Ce serait d'arriver à me reprendre, de perdre du poids, de prendre du muscle, et de retourner simplement sur le ring pour aller casser des os, quoi. C'est façon de parler, bien sûr, hein, évidemment. Mais voilà, je ne pense même pas à un titre, en fait. Je pense vraiment juste un retour, ça me ferait plaisir, un retour triomphal et pas un retour inexistant comme j'ai fait à la dernière Festa Latina, ce qui m'a poussé à décider de prendre ma retraite. Un titre, justement, que tu voudrais décrocher ? Un titre que je voudrais absolument décrocher, écoute, il n'y en a pas vraiment, en fait. Comme je l'ai dit, moi je suis à la retraite, j'ai pas spécialement envie. Je dirais peut-être un titre majeur ailleurs. Tout simplement, hein, pourquoi pas un titre à la CWA ou à la WAC ou je sais pas. Alors la Superstar et la WCL, je doute très très fort que j'y serai un jour, donc j'ai pas vraiment d'aspiration là-dessus.
Sinon, pourquoi pas un titre par équipe? J'ai jamais été champion par équipe, en fait, ça me ferait énormément plaisir. J'ai été champion mineur, j'ai été champion moyen, j'ai été champion majeur, je n'ai jamais été champion par équipe. Donc peut-être que ça me ferait très plaisir d'être champion par équipe. Pourquoi pas la BYWS, pourquoi pas ailleurs, tout dépendra si je retourne. Des projets secrets à venir? On ne sait pas. Alors non, mais il a failli. Il a failli parce que j'avais discuté avec un catcheur dont je tairai le nom, parce que à propos justement de la possibilité de créer mon propre show. Et on a eu une longue discussion là-dessus, où j'avais dit que moi je voulais pas catcher parce que j'avais pas envie qu'on s'imagine que je me mette en valeur dans mon propre show, etc., etc. Et il avait réussi à me convaincre de me mettre dans un match à 4 pour permettre à d'autres de se mettre en valeur. Finalement, ce projet est tombé à l'eau parce que j'ai trop peur de me planter en fait, et c'est de l'argent assez précieux en fait. Moi, j'ai des ambitions d'avenir. J'ai pas envie de les perdre parce que j'aurais fait le con en organisant des shows où peut-être personne ne va venir parce que c'est moi, tu vois. Parce que je sais que j'ai une certaine réputation dans le milieu, une réputation qui n'est pas forcément bonne, où les gens vont se dire « Ah, c'est Renaud qui a organisé ?» Non, j'y vais pas. Et donc, j'avais pas envie de risquer ce coup-là, en fait, tout simplement. Un adversaire de rêve, peut-être. Alors, c'est marrant que tu demandes ça parce qu'effectivement, des adversaires de rêve, j'en ai eu quelques-uns. Mais il y en a surtout un dont j'aime particulièrement le style de combat et que j'ai vraiment eu envie d'affronter depuis le début. Bon, il y en a d'autres, hein. Il y a eu Légion, par exemple, que j'aurais beaucoup aimé affronter, que j'ai jamais affronté. Mais il y en a un surtout dont le style de combat me plaît énormément. Et je sais que ça n'arriverait probablement jamais. On s'est déjà retrouvé dans un match à plusieurs. La petite devinette. On s'est déjà retrouvé dans un match à plusieurs, mais on n'a jamais échangé de coups. Tout simplement parce que j'ai été éliminé avant son entrée. Bon, pas devinette, hein, en vérité, je vais donner le nom. Il s'agit de Kevin Raynaud. Kevin Raynaud, c'est un catcheur pour qui j'ai énormément de respect en tant que catcheur, en tant que personne. C'est un catcheur qui a un style de combat vraiment particulier. C'est un catcheur qui est très technique. Et j'aurais beaucoup aimé affronter Kevin Raynaud, très sincèrement. Si tu pouvais parler au Renaud du début, tu lui dirais quoi? Je dirais t'inquiète, ça va bien se passer. Je dirais évite de donner un coup de tête à Monster Robinson quand tu vas catcher à la bourse, pour des raisons de blessure. Mais je dirais voilà, arrête de te foutre en tête que tu vas arriver à rien, parce que tu vas y arriver. Tu vas arriver à faire quelque chose. Et ça m'a beaucoup pourri la tête, ça m'a beaucoup empêché de dormir. Mais je pense sincèrement que les choix que j'ai faits étaient les bons. Parce que plusieurs fois, je me suis dit oui, mais peut-être que je devrais pas faire de stage parce qu'on m'a dit que faire des stages, ça servait à rien, blablabla. Je suis très content des stages que j'ai faits. Il y a des stages où j'ai absolument rien appris, mais où ça valait le coup. Il y a des stages où j'ai appris beaucoup avec des gens pour qui je n'ai pas forcément d'estime parce que j'estime que ce sont des gens arrogants, mais je respecte leur carrière. Et ça m'a appris énormément de choses. Le moment où tu étais le plus fier de toi? On va revenir à Big Impact 2, hein. Tout simplement. Comme je l'ai dit, moi je pensais que j'avais vraiment fait un match pourri. Et donc Shaolin nous a tous réunis pour faire un espèce de compte rendu de l'année, parce que c'était le dernier show de l'année. Et il a dit, lui là, je vais pas faire l'accent parce que sinon je vais avoir des problèmes. Et lui là, ça fait quoi? Ça fait 1 an que tu catches? Et je dis oui. Il me dit, ça fait que 1 an qu'il catch, mais il a fait le meilleur match de la soirée. Et ce jour-là, franchement, je me sentais fier, quoi. Je me sentais vraiment fier. Et il y avait Crazy Joe à côté de moi qui me disait, vas-y, souris, t'as envie de sourire, souris. Et je pouvais pas m'en empêcher de sourire. Pourtant, j'essayais de rester digne, de rester humble, mais j'ai pas pu m'en empêcher, quoi. Une personne à qui tu dois tout? Oh là, si je dois commencer les remerciements, on n'a pas fini. Je vais commencer par Shaolin, parce que sans Shaolin, il n'y a pas de Renaud, il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas d'évolution. C'est lui qui m'a mis sur un ring, c'est lui qui m'a donné ma chance pour mon premier titre majeur, c'est lui qui m'a donné ma chance pour la coupe. Mais je vais aussi citer JC, parce que sans JC, il est probable que j'aurais arrêté le catch depuis longtemps. Il y a beaucoup de gens qui ont craché sur JC, il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas JC ou qui l'ont tout simplement oublié. Moi pas. Moi je respecte ce qu'il a fait, je respecte sa structure, je respecte ce qu'il a accompli, pardon. Et je respecte aussi le fait que il s'est dit tiens, je mets Renaud dans un match de titre. Et ça a été mon premier titre. Et à ce moment-là, j'ai su que ma carrière n'allait pas aller droit dans le mur. J'ai su qu'au moins, si je devais arrêter ma carrière demain, j'avais eu un titre, j'avais accompli quelque chose. Même si c'est pas grand-chose aux yeux des gens. Hein. Et c'est pour ça que j'ai tanné JC je ne sais combien de fois pour lui racheter la ceinture, parce que c'est un souvenir que moi je veux garder. Je veux pas refaire la ceinture, je veux la vraie ceinture.
Mais bon, ça, c'est une autre histoire, quoi. Je citerai aussi Caïman. Parce que c'est Caïman qui m'a appris la plupart des prises que j'ai pu sortir, avec lesquelles j'ai pu évoluer. Caïman, c'est quelqu'un qui m'a énormément aidé à évoluer, à avancer, à trouver de nouvelles techniques. Et RJ Jaguar aussi, parce que mine de rien, RJ Jaguar m'a conseillé énormément des moves que j'ai utilisés dans le ring. Qu'est-ce qui te fait encore vibrer aujourd'hui? Honnêtement, moi je crois que ce qui me ferait vibrer si je catchais encore, ce serait le plaisir de rentrer sur le ring. Le plaisir de rentrer sur le ring avec sa propre musique d'entrée, tout le bordel. C'est vraiment une sensation indescriptible et inégalable, très sincèrement. Ton entrée préférée, à toi ou à un autre? Alors, je dirais, mon entrée préférée, ce serait... Ah ben oui, si, je sais. Lors du match contre Black Cobra à la nuit du Bota. Black Cobra, il était persuadé, je l'avais entendu parler avec d'autres, il était persuadé qu'il allait se faire huer en rentrant. Donc il est quand même rentré en essayant d'attirer le public, et le public a réagi positivement. Et il avait dit, je l'avais entendu dire, Reno, il va rentrer, il va se faire acclamer, c'est chez lui. Je suis rentré, je me suis fait huer avec un H majuscule, mais je te dis pas comment. On avait Marais qui me faisait des doigts d'honneur, on avait le public qui m'insultait de tous les noms. J'étais heureux, vraiment. C'est une réaction pareille, je ne l'attendais pas. Et dans le même style, il y a eu le match contre Manic, alors qu'il y a un match extrêmement mauvais, où globalement, moi je m'étais dit, Manic, tu sais, il est mince, il est beau gosse, il a des abdos et tout, les gens vont l'acclamer, et moi je vais me faire huer parce que à cette époque-là j'avais quand même pris pas mal de poids. Et au final, je crois que c'est une des plus grosses pop que j'ai eues de ma vie, en fait. Team hardcore ou technique? Alors, je vais la répéter, la question. Team hardcore ou technique? Pourquoi choisir? Tu peux avoir du hardcore technique. Je peux faire une prise de soumission avec une chaîne et te la fracasser sur la gueule, il n'y a pas de problème. J'aime beaucoup le mélange des deux, en toute sincérité. Très sincèrement, je pense sincèrement qu'il y a un avenir là-dedans. Et je pense que si je reviens, je partirai là-dessus. Si Reno était un film, ce serait lequel? Francis, il faut pas poser ce genre de questions. Je rentre, j'ai des chaînes sur moi. Forcément, ce serait un film pour adultes. Il n'y a pas à chercher plus loin. Non, plus sérieusement. Je pense que ce serait un film sur un personnage qui réussit là où on l'attend pas. Je pense que ce serait un truc du style Karate Kid. Ouais, voilà, Karate Kid, c'est très bien. Karate Kid, ça me paraît très bien. Karate Kid, c'est l'histoire de ce jeune qui sait pas se battre, qui se fait pourrir par tout le monde, et qui au final remporte la victoire. C'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai commencé, alors c'est vrai que je me suis pas fait taper dessus avant de commencer de m'entraîner, je me suis entraîné, je me suis fait critiquer, insulter, vomir dessus par des gens qui disaient que ma place était dans le public, et au final j'ai décroché des titres que même eux n'ont pas eu. Je vais citer un catcheur, alors je vais pas citer son nom, je vais juste citer ce qu'il a dit. Il a dit textuellement, ta place c'est dans le public, ta place c'est dans le public, t'es un fan, tu n'es qu'un fan. Le fameux tu n'es qu'un fan, c'est lui. Et cette personne n'a jamais touché le titre intercontinental de la BWS, jamais, et il ne le touchera jamais. Donc voilà, il y a un moment où le karma, il est là. Alors il a touché plein d'autres titres, hein, ça c'est pas un problème, mais c'est plein d'autres titres dont j'ai pas grand chose à foutre. Donc au final, pour moi ma vengeance elle est accomplie, quoi. Ton surnom préféré donné par le public? Petit con. Non, je déconne, c'est pas vrai. Honnêtement, récemment, dans les dernières époques dans les derniers mois de ma carrière, on va dire, quelqu'un m'a interviewé pour une radio et a commencé à mimer la possibilité que je rentre sur le ring sous le nom du briseur d'os, parce qu'il connaissait pas mon pseudo, il connaissait pas ma gimmick, il connaissait rien. Il m'a appelé le briseur d'os. J'aime beaucoup le briseur d'os. Très sincèrement, je crois que si je reviens, je ne reviendrai plus sous le nom Will Talk, mais sous le nom de le briseur d'os. Ou The Chain Wrestler, parce que je porte des chaînes sur ma tenue, il y a des chaînes partout, donc The Chain Wrestler j'aime beaucoup. Il faut savoir que le Chain Wrestling c'est l'art d'échanger des prises de soumission souvent en entrée de match. Oui, j'aime beaucoup le surnom de briseur d'os, très sincèrement. As-tu un message à faire passer pour les fans de catch? Un message pour les fans de catch? Soyez bienveillants. Soyez bienveillants, je reste toujours sur ce même conseil. Et allez voir des shows, des petits shows, des shows qui ne sont pas la WWE, qui ne sont pas la AEW. Allez voir des petits shows dans des petites salles de gym, avec 20 personnes dans la salle, avec 100 personnes dans la salle. Parce que mine de rien, c'est important de faire vivre le catch indépendant. Parce que
Les stars, toutes les stars que vous connaissez, les Randy Orton, les John Cena, etc., ils ont commencé dans des petites salles où il n'y a pas grand monde. C'est très très rare. C'est très très rare, pardon, que tu sois pistonné à rentrer directement dans le grand bain, comme CM Punk l'a été pour le MMA, et on a bien vu ce que ça a donné. Hein. Donc oui, la plupart des stars que vous adulez, que vous mettez sur un piédestal, ont commencé dans des petites salles pourries. Je pense notamment à Aigle Blanc, qui est maintenant à la WWE. Aigle Blanc, il a aussi commencé dans des petites salles, puis il a été dans des plus grosses salles comme la PC par exemple, et puis maintenant, regardez où il est. C'est Elio Lefleur maintenant. C'est pas n'importe quoi dans une carrière d'atteindre la WWE. Donc oui, soutenez le catch indépendant, soutenez les petites salles, soutenez les petites structures. C'est vraiment très important. À présent, dis-nous, où peut-on te suivre? Où peut-on me suivre? Alors sur Instagram, Will Talk Reno. Sur YouTube, Reno espace Raiden. Et Facebook, je l'utilise plus vraiment, donc ça sert pas à grand chose. Je l'utilise plus personnellement que pour vraiment le catch. Maintenant, Instagram, c'est vrai que je poste pas grand chose, mais si je retourne un jour sur le ring, effectivement, je vais un peu plus charger mon Instagram. Mon TikTok, c'est même pas la peine. J'ai fait un TikTok, j'ai rien fait du tout. Voilà. Donc voilà. Si vous voulez me suivre, Real Talk Reno, donc ça s'écrit ça s'écrit REALTALKRENO. D'accord. Et sur YouTube, c'est Reno espace Raiden, donc RENO espace RAIDEN. Et j'ai toujours une fanpage Real Talk Reno, mais avec des espaces entre Real Talk et Reno. Donc Real espace Talk espace Reno. Le mot de la fin, version Reno Raiden. Le mot de la fin, version Reno. Peuple du catch belge, Reno a un message pour vous. Ça fait un petit moment que je suis à la retraite, mais quoi qu'il arrive, vous allez encore entendre parler de moi. Et ça, c'est une promesse. Time. Mais un tout grand merci à Reno Raiden d'avoir répondu à toutes ces questions, d'avoir pris le temps, pour vous les fans, pour moi, etc. Et je voudrais aussi dire qu'il y a d'autres podcasts. Si celui-ci vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un petit like, peut-être un message que vous en dit. Ou sinon, je peux déjà vous annoncer qui est prévu, du moins je leur accorde, je n'ai pas encore reçu les audios, mais je leur accorde, qui est prévu de participer également un certain Darkmando, Spikebone et aussi Ricky Sosa. Ces gens-là ont accepté. Donc, théoriquement, ils devraient suivre des podcasts de eux également. Voilà. Merci à tous. Et comme dit quelqu'un d'autre sur une autre chaîne, n'oubliez pas, il faut toujours être fier d'être fan de catch. À très bientôt. Et, j'ai oublié, un truc que moi je trouve que je devrais quand même dire que c'est très important. N'oubliez jamais, vous les fans, que ces gens-là mettent leur intégrité physique en jeu pour nous divertir. Et ça, c'est beau. Au revoir les amis. À bientôt.